Poste Barrière. Tranche commune entente TCE 2020. Salut, Je suis Lona. Je vous informe que les tickets de la 26e édition de la tranche commune entente sont en vente. Plus de 233 millions de francs CFA en jeu. Suivez-moi pour découvrir les merveilles de la TCE. Achetez un ticket TCE à 200 francs CFA et vous avez plusieurs chances de gagner. Première chance, découvrez 3 montants identiques, gagnez une fois ce montant, vous pouvez gagner jusqu'à 500 000 francs CFA cash au grattage. Deuxième chance, découvrez 3 fois le symbole avion, bénéficiez d'un séjour agréable au Niger pour participer au grand tirage qui aura lieu le 24 juillet 2020. À ce tirage, vous êtes sûr de repartir avec un lot de 1 à 10 millions de francs CFA. Et ce n'est pas tout, une troisième chance vous est offerte. Conservez vos tickets perdants au grattage pour le tirage des lots intermédiaires. Avec ces tickets perdants, vous pouvez gagner des lots allant de 5 000 francs à 100 000 francs CFA. Alors, grattez, grattez, gagnez. Les lots gagnants, les bénéfices au FASO. Raton, raton moto, oui. Raton, raton moto, oui. Ma moto, c'est ça je préfère. Efficacité, fiabilité. Stabilité assurée. Je vais rouler. Rouler. Oui, je vais rouler. Rouler. Oui, je vais rouler. Rouler. Oui, non plus de résistance. C'est chez nous un médicament. Oui, 125 cc. La moto qu'il te faut. Machine. Megamonde recommande l'usage des huiles Golf pour tous les moteurs Rato. C'est pour tout le monde. Message du Conseil supérieur de la communication. Chers parents et téléspectateurs, certains programmes télévisuels seront désormais accompagnés des pictogrammes suivants. -10, -12, -16 et -18. Ce sont des signaux qui permettent aux parents de savoir que leurs contenus sont potentiellement dangereux pour l'épanouissement des enfants mineurs et qu'il faut les tenir à l'écart de ces programmes. -10 veut dire que ce programme est déconseillé aux enfants de moins de 10 ans. -12 veut dire que ce programme est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. -16 veut dire que ce programme est déconseillé aux enfants de moins de 16 ans. -18 veut dire que ce programme est déconseillé aux enfants de moins de 18 ans. Respectons ces avertissements. Ils nous aident à protéger nos enfants contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, monsieur Vincent Dabilgou, ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière et président du parti NTD, le Nouveau Temps pour la démocratie. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur le ministre, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série E obtenu en 1983 au lycée technique de Ouagadougou. Un baccalauréat série E, je précise bien mathématiques et techniques, ce n'était pas un choix classique à cette époque. Alors expliquez-nous déjà comment en 1983 vous vous êtes retrouvé dans une série, en tout cas qui n'était pas courante, disons. Oui, c'est vrai. Je dois d'abord vous remercier quand même pour cette émission qui prend en tout cas au fil du temps. Et on voit que c'est devenu un vrai rendez-vous de nous autres politiciens, mais aussi un vrai rendez-vous de vos téléspectateurs. Donc je voudrais saluer le combat que vous menez ici, parfois dans des conditions pas faciles, parce que je connais la maison et je vous félicite pour le travail. Merci, monsieur le ministre. Alors pour répondre à votre question, c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, je suis originaire de la Nyanya, et en particulier de Bogandé. Bogandé, c'est la capitale. Non, on n'est plus profonde, ça va très bien. C'est la capitale donc, de la province. Et moi-même, c'est ma maman qui habite, qui est donc de cette commune capitale. Mais je suis né de manière particulière à Thion. C'est une petite commune qui est frontalière avec Boulsa. Voilà. Et d'ailleurs, nous sommes naturellement originaires de Boulsa. Okay. Voilà. Alors moi, mon potentiel en mathématiques, ça m'a surpris. Parce qu'en réalité, j'étais beaucoup plus connu comme quelqu'un qui aimait beaucoup plus le français, les lettres modernes. Parce que j'aimais parler français. Mais c'est véritablement quand j'ai eu l'entrée en sixième, et après un séjour de 2 ans à Fada, au lycée Diabolompo,
que mon professeur de mathématiques a compris que j'avais donc des talents. Et c'est comme ça que mon dossier a été présenté, parce que ma moyenne était très forte. Il m'a été présenté au lycée technique de Ouagadougou, grâce au soutien donc, de ma tante, la femme de mon oncle. Et j'ai été donc reçu sans examen, parce qu'avant il fallait passer un examen quand même. Mais ma moyenne a permis que je rejoigne le lycée technique. Et c'est là-bas que j'ai compris que j'avais un potentiel réel en mathématiques et aussi en technique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé donc, en série E. Mais vous rêviez de quoi? Parce qu'à l'époque, on connaissait beaucoup plus les séries classiques, comme je l'ai dit. En tout cas, la littérature. Ici, vous vous retrouvez dans une discipline, ou en tout cas dans une série qui est assez particulière. Vous rêviez de quoi? Vous aviez quoi comme projet à ce moment-là? Oui, j'avais les types très profonds, très forts aussi. Hein. Parmi mes camarades, j'aimais tuer tout le mieux et la meilleure partie que je prends toujours. Et donc à l'époque, ce qui nous faisait rêver, c'est peut-être l'aviation civile. Tout le monde voulait être pilote, d'autres voulaient être des ingénieurs, d'autres voulaient aussi être des mathématiciens, professeurs de mathématiques. Mais moi, j'avais toujours rêvé être mathématicien, mais pilote. Ouais. C'est ça qui m'avait passionné. Et on m'avait dit à l'époque que si tu veux être pilote, il faut que tu aies un bac E de mathématiques. Et j'ai travaillé pour être pilote en réalité. Et pourquoi ça n'a pas marché? Non, c'est parce que vous savez, quand j'ai eu le bac E, j'étais déjà délégué CDR en 1983. Donc la révolution donc, de Thomas Sankara venait donc de naître. Et nous avions eu beaucoup de passion pour lui, beaucoup d'admiration. Et moi, je me suis transformé en révolutionnaire. J'étais le délégué CDR de lycée technique. Et c'est dans ça que peut-être mon goût pour la politique et aussi ma vision idéologique a basculé, parce que j'ai eu aussi un professeur comme Etienne Traoré qui m'enseignait la philosophie. Et c'est là-bas qu'il m'a enseigné beaucoup de choses de gauche. Et c'est peut-être dans ça que j'ai dû peut-être perdre donc l'idée. La passion pour... Oui, mais surtout c'est parce qu'on avait l'impression que pour aller en France faire donc, par exemple pilote, c'était un peu dans le contexte de la Révolution, on nous disait que c'est pas possible. Parce que c'est des branches d'élite pour la bourgeoisie. Et c'est ça qui m'a amené peut-être dans la vision d'ingénieur génie civil pour servir le peuple. Ok. En tout cas, M. Dabilgou, en 1991, vous obtenez votre diplôme d'ingénieur des sciences appliquées, spécialité génie civil, construction civile, à l'École nationale des ingénieurs de Bamako, au Mali. Pourquoi le Mali précisément pour faire en tout cas ces études d'ingénieur? Oui, à l'époque, comme déjà nous avons eu le bac en 83, c'était la pleine révolution. Le nombre d'étudiants qui partaient en France avait diminué drastiquement. Et il n'y avait que le Sénégal et le Mali. Et moi, j'avais opté déjà pour être ingénieur de génie civil, pour bâtir donc les infrastructures et travailler pour l'épanouissement du peuple. Et moi, je suis allé, donc j'ai choisi, grâce à ma moyenne aussi, on m'a orienté au Mali, où il y avait une école panafricaine, donc École nationale des ingénieurs donc, de Bamako, qui avait été donc créée depuis les indépendances avec Modibo Keïta, qui était une école qui était une belle école et qui formait des cadres donc, de grande notoriété à l'époque. En génie civil. Oui, en génie civil. En 2000, vous obtenez votre diplôme d'expertise, j'étais déjà en activité maintenant, en gestion des infrastructures et équipements urbains et municipaux à l'école des ponts et chaussées de Paris et l'Institut africain des hautes études municipales. Alors sur le plan professionnel, je le disais tantôt, vous avez en tout cas surtout fait passer le plus clair de votre carrière, disons, au niveau de la municipalité de Ouagadougou. 90-92, vous êtes chef de la division économique de la province du Kadjogo. À l'époque, il n'y avait pas encore le conseil... C'était le haut-commissaire. Oui, pas le conseil municipal. Une délégation spéciale, haut-commissaire, oui. Et donc, vous étiez chef de la division économique de la province du Kadjogo. C'est ça. 92-98, vous êtes directeur des affaires économiques et de l'aménagement urbain de la ville de Ouagadougou. Dans l'intervalle, en 95, bien sûr, il y a eu donc les conseils municipaux. Voilà, qui sont nés. 98-2002, directeur des services techniques municipaux. Au même moment, vous êtes chef de programme prioritaire d'équipement marchand. On peut dire que, M. Dabilgou, vous n'étiez pas le maire à partir de 1995, mais vous étiez le directeur, le chef technique, en tout cas du ciel et de la terre, disons, au niveau du conseil municipal. L'élément central au niveau technique, quels étaient les principaux défis à cette époque-là pour la ville de Ouagadougou?
Bon, je dois dire que pour la ville de Ouagadougou, il y a le fait qu'on avait entamé le processus de décentralisation de notre pays, et en Afrique, il y avait comme une sorte de compétition. Et à l'époque aussi, on avait donc la volonté d'être dans cette compétition-là une commune qui gagne. Et déjà au niveau des hauts commissaires que moi j'ai servi, donc de 91 jusqu'à 94, parce que la décentralisation a commencé en 1995, bon, ils ont préparé en réalité donc le projet de décentralisation. Et lorsque Simon a été élu comme maire, on avait déjà pratiquement préparé pour que donc la commune de Ouagadougou puisse jouer un rôle important. Et ce que nous avions fait, c'est de travailler à faire en sorte que Simon soit un passionné donc de l'action municipale, et il est venu totalement passionné du travail. Nous avons travaillé à ce qu'il soit un passionné de la ville. Parce que vous savez que Simon Komporé est venu en tant qu'homme politique, et que l'homme politique veut avoir des résultats. Et nous avons fait en sorte que les résultats qu'il peut avoir, c'est à travers donc une vision claire qu'il doit avoir. Et il a aidé à construire donc une vision. Et je me rappelle à l'époque, c'était l'embellissement, c'était l'urbanisation, c'était quoi exactement, véritablement? On avait un budget qui était très faible. Il fallait choisir donc des thématiques qui peuvent lui permettre d'être visible. Et à l'époque, la propriété de la ville et la propriété des villes africaines était un challenge. Parce qu'on regardait un peu ce que était Dakar, ce qui était donc Bamako, mais ce qui était aussi... Il fallait faire Ouaga-la-Belle. Voilà, il fallait faire Ouaga-la-Belle. Nous avions et lui aussi, il avait une passion pour la propriété, une passion pour le travail bien fait. Après, nous avons dit que nous sommes une ville à la porte du Sahel, mais nous ne pouvons pas être une ville sahélienne. Il faut qu'on soit une ville verte. Donc nous avions pris goût pour donc, les plantations, les jardins. Et là aussi, nous avons trouvé en cet homme-là aussi une passion pour la verdure. Donc nous sommes allés dans ce sens-là. Mais il y a aussi surtout la question de la voirie, la question de l'implication des populations. Parce qu'en réalité, la mairie et la commune, c'est un peu la vision que se tracent les communes, plutôt les populations, qui disent nous voulons aller dans ce sens-là, et pour cela nous cotisons et nous mettons un leader qui va conduire notre destinée. Et donc véritablement, Simon était un peu celui qui a pu mettre donc la vision participative, d'abord dans le nettoyage, dans la plantation des arbres, mais aussi dans l'entretien du patrimoine municipal. Mais M. Dabilgo, est-ce que quand on regarde aujourd'hui par rapport à l'évolution de la ville, est-ce qu'on ne peut pas, en tout cas, dégager cette impression qu'on a un peu manqué de vision? On a toujours eu l'impression que les autorités municipales étaient dépassées par l'évolution de la ville de Ouagadougou. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que notre décentralisation aussi n'est pas achevée, parce qu'en réalité, les outils qui planifient et qui permettent à une commune, avec un conseil municipal, de pouvoir se projeter, sont des outils qui sont donc du domaine de l'État. C'est-à-dire, par exemple, le schéma directeur d'aménagement urbain, c'est l'État qui doit le faire. Par exemple, dans le cadre de Ouagadougou, nous avons un schéma directeur du Grand Ouaga. Mais ça, c'est le ministère de l'Habitat qui l'a construit. Moi-même, je me rappelle être le pionnier de ce schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga. Je suis venu voir qu'il était encore en gestation et j'ai fait accélérer le processus. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'il faut que l'État donne une vision beaucoup plus claire. L'étalement urbain est une action tirée par les gens qui aiment la terre. Vous savez que l'Africain, sa seule richesse, c'est la terre. Oui, mais c'est la terre en Afrique, c'est une bonne chose. On soupçonnait aussi quand même les autorités municipales à l'époque d'être aussi les acteurs, disons, de cet étalement-là, parce que c'était des lotissements à tour de bras. Et puis, voilà, c'est peut-être ça qui a été le problème. Un maire qui est élu est piégé par des populations qui partent s'installer et qui revendiquent. Les gens connaissaient comment marche le processus. Hein. Il suffit de se regrouper et de s'installer, de créer l'habitat spontané et de pouvoir créer des lobbies pour pouvoir revendiquer donc, un lotissement. Mais en réalité, c'est cette proportion à acquérir une propriété terrienne, c'est-à-dire une propriété en tant que parcelle, en tant que terre, pour l'élevage, c'est ça qui a amené donc... Mais ça faisait aussi les affaires de mer, parce que bon, il y a beaucoup quand même qui ont été épinglés, parce que bon, les parcelles c'était une source de richesse. Voilà, mais c'est l'État qui doit réglementer, c'est l'État qui doit
amener les gens à comprendre qu'il faut qu'on densifie la ville. Et pour densifier la ville, eh bien, il faut créer les conditions en faisant en sorte que nous puissions avoir un habitat plus dense. Et pour avoir un habitat plus dense, il faut par exemple permettre aux gens de pouvoir construire en élévation. Il faut absolument construire un étage. Et pour construire un étage, il faut des lois qui encadrent tout cela. Et il faut aussi donc, des financements de l'habitat. Mais aussi, il faut que l'État donne l'exemple en créant donc des habitats sous forme d'HLM, etc., etc. Mais c'est toute une culture qu'il faut installer. Mais c'est l'État qui doit pouvoir et amener les municipalités dans cette action-là. En tout cas, selon les chiffres de 2015, Ouagadougou compte 2,5 millions d'habitants. Mais en termes d'étalement, Ouagadougou dépasse Paris, Ouagadougou dépasse Abidjan, Ouagadougou dépasse en tout cas la plupart des capitales. Et il est clair que cet étalement-là est devenu aujourd'hui un problème. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un manque de courage politique? Quand on regarde, par exemple, on a un jeune maire d'arrondissement à Bobo-Dioulasso qui a pris sur lui de démolir carrément des habitats spontanés. À Ouagadougou, on a l'impression que ce sont les populations qui font la pluie et le beau temps. Elles s'installent de façon spontanée, souvent dans des zones même qui ont déjà été attribuées clairement, mais l'autorité observe et n'agit pas. Oui, le courage politique, il faut le leadership au niveau... Parce que vous savez que le conseil municipal tel qu'il est dessiné, le maire doit avoir le leadership. Il doit être aussi un homme d'État. Simon avait cette qualité-là parce qu'il avait aussi été le patron d'un parti politique au pouvoir. Il avait aussi son autorité personnelle. Donc un maire... Les autres ne l'ont pas? Non, je suis en train de dire, j'ai travaillé 15 ans avec lui, je sais reconnaître en lui celui qui avait la force du caractère et qui allait au charbon lorsqu'il a eu une vision très claire. Donc je pense que de ce point de vue-là, il faut le conseil municipal aujourd'hui, tel qu'il est conçu, il faut que le maire soit suffisamment fort. Vous avez parlé d'un maire d'arrondissement qui a eu le courage de faire un travail que d'autres maires d'arrondissement n'ont pas eu le courage de faire. Mais il faut une vision globale. Parce qu'arrêter l'étalement urbain, ça coûte trop cher. D'abord, en termes de réseau. Vous voulez les routes, vous voulez l'eau potable, vous voulez l'électricité. Vous voulez aussi le bus. Par exemple, le bus, il n'est viable que s'il y a une densité qui permet de remplir le bus. Si vous voulez transporter donc, un passager dans un bus pour faire 5 km à le déposer, vous n'êtes pas rentable. Par contre, quand vous voyez dans les grandes villes, la densité de la ville permet, en tout cas, l'ensemble de tout ce qui est société de réseau, de fonctionner de manière durable. L'eau, l'électricité, le transport urbain, etc. etc. Mais c'est le fait que nous avons des villes étalées avec des densités faibles qui font que nous ne pouvons pas aménager la ville conséquemment. Nous ne pouvons pas amener les routes là où il faut amener, nous ne pouvons pas amener l'électricité là où il faut amener, nous ne pouvons pas amener l'eau là où il faut aller. Mais c'est notre politique de densification. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez foi? Parce qu'il y a le Grand Ouaga aujourd'hui qui est dessiné, on a le contournement qui est en cours de mise en œuvre. En tout cas, un certain nombre de décisions tendant donc à contenir la ville dans une certaine proportion. Mais si on reste dans les mêmes pratiques, ça va être encore, parce que des habitats spontanés vont encore fleurir au-delà de cette autoroute, et ça va continuer. Est-ce que vous avez foi aujourd'hui? Est-ce que vous, quand vous observez, est-ce qu'on se dirige vraiment vers la résolution de ce défi-là, notamment de contenir la ville? Bon, il faut que l'État accompagne, par exemple pour les grandes villes, en mettant en place des plans d'occupation du sol, beaucoup plus clair, amener des schémas rigoureux, donc des schémas d'habitat, d'urbanisme doit être beaucoup plus rigoureux, mais il faut aussi de l'autorité, c'est-à-dire que le maire doit être beaucoup plus autoritaire, mais il faut que être autoritaire, il faut que la loi le permette de le faire, donc je pense que c'est tout cela qu'il faut... Est-ce que les conditions sont réunies? Parce que quand vous dites l'autorité c'est vous aujourd'hui, monsieur le ministre également. Oui, non, mais je veux dire que par exemple il y a un ministère chargé de la décentralisation. Le ministère, donc en charge de la décentralisation, doit pouvoir permettre donc parce que, par exemple, il y a certains pays qui ont mis en selle les grandes villes et les gèrent autrement. Ils ont des statuts spéciaux très clairs et ils ont donc une façon de créer une certaine forme de contrainte quand on est dans une grande ville, ces contraintes permettent à un maire de pouvoir vraiment être autonome dans sa capacité à maîtriser son espace, dans sa capacité à gérer les aspects durabilité, dans sa capacité aussi à éduquer les citoyens vers des villes modernes. Je crois que c'est ça parfois qui manque. C'est ça qui manque, parce qu'on a des maires souvent qui font plus de la politique. Oui, absolument. En fait, il faut plaire aux citoyens, et puis en escomptant certainement... Je suis d'accord que quand par exemple un maire veut être réélu, sa démarche peut être une démarche qui n'est pas une démarche qui prenne des mesures pour mécontenter donc, les citoyens de sa ville.
Donc ça, c'est un problème. Une ville moderne, durable, qui produit des richesses chaque jour, a besoin de contraintes pour que les citoyens rentrent dans une discipline et dans une vision aussi qui impose à chacun des droits et des devoirs. En tout cas, 2002-2007, je poursuis, vous êtes coordinateur, vous quittez la mairie en ce moment, coordinateur national du projet de renforcement des capacités des communes urbaines, un projet financé par le PNUD. 2007-2011, vous faites votre entrée au gouvernement, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, un poste que vous occuperez pendant 4 ans. À l'époque, qu'est-ce qui vous a valu, en tout cas avec le recul, cette nomination au gouvernement? Non, je pense que c'est le travail que nous avons fait au niveau de la ville de Ouagadougou, surtout le pôle de décentralisation, parce que gérer une ville, c'est une dimension plus disciplinaire. Vous vous trouvez à faire de l'urbanisme, à faire de l'ingénierie, vous faites aussi du réseau, vous faites aussi ce qu'on appelle le dialogue social, parce qu'il faut impliquer les populations. Mais donc c'est un milieu où lorsque on réussit à faire un travail, si le travail est reconnu, vous pouvez être propulsé donc à des niveaux de responsabilité. Ça, je le reconnais. Peut-être votre proximité avec Simon Compaoré également? Oui, ça aussi, ça peut jouer. Mais je n'étais pas seulement le maire Simon Compaoré avec d'autres, parce que lui seul, il est dans un milieu. Afin de travailler pour lui, vous connaissez d'autres personnes aussi. Donc, c'était à l'époque aussi un homme qui avait donc cette vision carrefour de la politique, qui faisait qu'il était dans des milieux qui décident. Donc, ce que nous faisons aussi, nous partageons à l'époque avec les décideurs. Et donc, il avait cette qualité aussi de me laisser défendre des dossiers, quand c'est des dossiers purement techniques. Et donc, afin de défendre, peut-être qu'ils ont l'autorité à l'époque a compris que je pouvais aussi aider. Assumer ses responsabilités. Dans ce poste qui n'était pas aussi facile à l'époque. En tout cas, en tant que ministre de l'Habitat, vous avez lancé beaucoup de projets. On va s'attarder juste sur le programme de logements sociaux, 10 000 logements sociaux lancés à cette époque-là, et qui se poursuit, bien sûr, peut-être sous d'autres formes ou sous d'autres manières d'agir aujourd'hui. Mais quand on regarde aujourd'hui, beaucoup estiment qu'il a quand même manqué quelque chose dans ces programmes de logements sociaux. Quand on regarde, il y a beaucoup de sites Bassinco et autres, où il y a beaucoup de logements qui ne sont pas habités. Problème d'accessibilité. Voilà, on a l'impression que ce n'était pas vraiment des programmes intégrés. Le logement doit être conçu de manière globale, parce qu'une maison isolée n'a pas de sens. Une maison qui est loin de l'habitat, de son lieu de travail, n'a pas de sens non plus. Une maison dans laquelle, pour pouvoir entrer en ville, vous aurez plus de difficultés, n'a pas de sens non plus. Donc quand on voit logement, on doit parler donc logement, on doit parler transport, on doit parler eau, on doit parler voirie interne, on doit parler hygiène, etc., etc. On doit même parler déchets. Donc le problème c'est que les programmes de logements sociaux que nous avons conçus, c'est pour ça que les premiers programmes, vous avez vu, nous avons renforcé le tissu urbain. L'ensemble des logements que nous avons eu à faire, donc, dans le cadre du programme 10 000 logements sociaux, c'était donc des logements qui ont été plongés dans le tissu social pour permettre à ces logements d'être viables et de pouvoir installer donc des gens qui ont des revenus moyens. Mais quand quelqu'un a un revenu moyen et vous le mettez très loin de la ville, c'est-à-dire que même son budget de transport va passer à surtout quand il n'y a pas de route. On a l'exemple de Bassinco. Absolument. Donc je pense que c'est parce que c'est un processus où l'État doit pouvoir remettre donc à la selle donc sur le tablier donc de notre portefeuille la capacité que nous aurons à rendre ces logements la plus viables en essayant donc d'aménager les routes. Donc vous êtes d'accord qu'il y a des choses à revoir aujourd'hui? Ah oui, non, pas à revoir, mais c'est un processus parce qu'on ne peut pas tout faire aussi à la fois. Les gens ont pensé qu'il faudra commencer par la maison et faire en sorte que les gens puissent avoir accès et aussi continuer à faire en sorte que l'aménagement progressivement puisse venir avec l'eau, avec l'électricité, mais aussi avec les routes qui vont permettre aux citoyens de pouvoir aller et venir tranquillement au niveau de leur lieu de travail, mais aussi dans leurs relations interservices. 2011-2013, vous êtes conseiller spécial du Premier ministre, Luc Adolphe Thiaw. Après quoi, vous rejoignez l'Assemblée nationale, vous êtes député élu sous la bannière CDP, et un mandat de député interrompu bien sûr par l'insurrection. Et déjà, on s'arrête là, l'insurrection à cette époque-là. Comment vous avez vécu cet épisode? Parce que vous étiez député bien sûr du CDP. À l'époque, l'article 37 donc, qui a cristallisé voilà le bras de fer jusqu'à bien sûr le 30-31 octobre 2014, cette date fatidique qui a vu donc l'interruption voilà, du régime du président Compaoré.
Vous, en tant que député CDP à l'époque, comment vous l'avez vécu? Non, je dis que c'était des moments très forts pour fonder la démocratie de notre pays. Et donc à l'intérieur de l'Assemblée, et surtout à l'intérieur de l'Assemblée des députés du CDP à l'époque, il y avait les deux courants. Un des courants ne peut pas s'exprimer, et nous sommes de ce courant-là. Et qui avait aussi... peur de vous exprimer? Non, on ne peut pas dire à l'époque, on a dit ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais la façon dont les choses se passaient, c'est que si tu es dedans et que tu dis cela de cette façon-là, tu peux avoir, à l'époque, il y avait donc la possibilité d'avoir des problèmes. Mais derrière, ce que nous savons, c'est que vous vous rappelez que nous avons fait publier que l'ensemble des députés et les journaux ont repris qu'à l'intérieur donc, du bloc du CDP, il y a des députés qui ne vont pas voter oui à l'article 37. Et qui vont voter non, et qui sont en liaison avec des groupes qui sont dehors, notamment donc tout le peuple et l'ensemble des forces qui travaillaient pour que la vraie démocratie là, soit une démocratie qui permette donc l'alternance, etc., etc. Peut-être aurait-il fallu avoir le courage de vos opinions à l'époque. Vous savez que le combat là, se menait à deux niveaux, hein, parce que c'est un combat où on était sûr que le peuple s'organise, mais à l'intérieur il fallait faire tout aussi pour bloquer et donc faire en sorte que la loi ne passe pas, parce que c'est une loi fondamentale et il fallait avoir les 2 tiers pour pouvoir passer. Et nous étions donc de ceux-là qui disaient aussi à ceux qui sont dehors que bon, nous travaillons à cela. Et nous étions une douzaine, je crois, peut-être oui, même une quinzaine, parce que c'est quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ce combat-là n'a pas... Aujourd'hui, ça a été oublié, parce que le peuple a fait son travail, et c'est ça qui est bien. Et nous devons rendre... Parce que le vrai pouvoir appartient au peuple. Et donc, c'est normal. Maintenant, à l'intérieur, ceux qui travaillaient pour faire en sorte que de manière temporaire, il n'y ait pas révision de l'article 37 jusqu'à un référendum qu'on devait organiser, c'est une façon aussi de reporter donc la bataille à l'intérieur d'un vote référendaire au niveau du peuple pour se décider. Ok, avril 2015, on va progresser. Vous créez le Nouveau Temps pour la démocratie, le NTD, un parti qui se réclame donc de la social-démocratie. Alors à l'époque, beaucoup, en tout cas, avaient été un peu surpris parce que votre proximité avec M. Simon Compaoré n'a jamais été un secret. Vous créez un nouveau parti d'obédience social-démocrate, à côté du MPP qui était né, qui était dans la même idéologie politique, bien sûr le CDP également, qui était votre ancien parti. Alors, pourquoi à cette époque-là ajouter un autre parti, en tout cas pour rester dans la même obédience social-démocrate, ce qui a fait dire que c'était un parti satellite. À l'époque, quelles étaient les véritables raisons de la création de ce parti-là? Non, pour créer ce parti, c'est un peu dans la suite logique du combat que nous avons mené à l'intérieur de l'Assemblée à l'époque. Parce que nous étions des camarades décidés à mener notre combat à l'intérieur de l'Assemblée pour qu'on ne puisse pas réviser l'article 37. Maintenant, le MPP a été créé, nous avons jugé utile de continuer notre combat. Et je dois vous dire que après la débâcle de l'Assemblée, il y a certains qui ont carrément dit que non, si la politique c'est comme ça, moi je ne ferai plus la politique. Mais vous savez que les Burkinabés sont divisés en 3 catégories. Il y a ceux qui ne se mêlent jamais de la politique, il y a ceux aussi qui ne sont pas du tout engagés et qui ne sont pas au courant même de la façon dont les choses se mènent dans leur propre pays. Mais il y a de ceux qui acceptent, quelle que soit la situation, de donner leur contribution dans la construction nationale. Et nous avons décidé, nous, de continuer, mais en essayant d'être aussi dans une vision d'expérience. Parce que nous étions quand même des gens qui... Avec la bénédiction de Simon Compaoré, bien sûr. Non, pas du tout, pas nécessairement la bénédiction de Simon Compaoré. Parce que, vous savez, ce n'est pas parce que je porte l'ambition d'un groupe pour créer un parti et que j'ai une relation personnelle avec Simon, que l'ensemble des membres du groupe là acceptent que ce soit Simon Compaoré ou quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une vision d'ensemble que nous avions portée, qui est née du combat que nous avons mené à l'Assemblée nationale et du fait que nous ne pouvons pas rejoindre donc l'autogroupe qui menait donc le même combat que nous, mais qui a déjà créé son parti, donc le MPP, et nous avons pensé que bon, nous, parce que nous avons été députés, et d'ailleurs, ils nous voyaient toujours dans une vision, parce que le combat que nous avons mené à l'époque n'a pas été un combat qu'ils ont accepté, publié, ou alors informé l'opinion publique. Aucune conférence n'a été donnée pour dire que nous avions des camarades avec qui nous travaillons à l'Assemblée et qui pourraient faire obstacle à la révision de l'article 37.
Je sais qu'il y a des gens qui nous voyaient et qui nous confondent avec tout le monde. C'est un combat qui jusque-là, historiquement, a été oublié. C'est à cause de ça que nous avons aussi décidé, nous, de dire que bon, nous allons aussi créer notre chemin parce que nous aimons notre pays, nous avions aussi notre façon de vouloir construire le pays. Et vos convictions? Ah oui, nous avons nos convictions, absolument. En tout cas, depuis février 2018, vous êtes ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, je l'ai dit en début d'émission, un secteur au cœur de nombreux défis aujourd'hui, en termes d'abord d'organisation. Les Burkinabés ont plusieurs fois, en tout cas, fait les frais de mouvement d'humeur dans le milieu des transports. Quand ce ne sont pas les chauffeurs, ce sont leurs patrons, voilà, qui, en tout cas, du jour au lendemain, décrètent des mouvements. Et aujourd'hui, le défi, vous êtes lancé ce défi-là, c'est d'essayer d'organiser les transporteurs. L'objectif, c'était de créer une fêtière unique qui regroupait tout le monde. Aujourd'hui, c'est un échec, visiblement. Oui, bon, c'est un processus, parce que vous savez, pour créer les fêtières, ce n'est pas facile, surtout dans notre contexte actuel, parce que la loi permet à chaque groupe d'individus de créer leur association. Et je pense que c'est ça aussi qui fait donc la vitalité de notre démocratie, mais aussi du domaine de la société civile, d'une manière générale. Mais quand c'est comme ça, c'est un problème aussi. Oui, c'est un problème, surtout dans le domaine des transports, c'est un problème, parce qu'on est parti avec 19 associations reconnues par l'État, soit dans le domaine des transports, soit dans le domaine donc, du transport routier de voyageurs, soit dans le transport de minerais. Il y a plusieurs associations. Il y a aussi ceux qui sont informels, des associations qui ne sont pas encore reconnues et qui sont en voie d'être reconnues. Mais l'idée, c'est que si on veut professionnaliser le secteur, et c'est une nécessité pour nous parce que nous sommes un pays de l'Interland à 1000 km de port au minimum. Donc il faut que nous organisions notre système de transport de telle sorte que nous puissions être sûrs que nous approvisionnons dans notre pays dans des conditions rapides, mais aussi à moindre coût. Aujourd'hui, monsieur le ministre, est-ce que vous avez abdiqué dans ce projet? Non, non, pas du tout, parce que aujourd'hui nous avons deux fêtières. On a deux fêtières, ça vaut mieux que 19 par exemple. C'est déjà bon. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler et je pense que le leadership du Premier ministre va nous aider à faire en sorte que les deux, de 19 à 2, que nous puissions progressivement les amener à créer donc la vraie fêtière que nous attendons. C'est des divergences liées à des conditions subjectives, parfois au leadership. Mais je pense que c'est des choses qu'on doit pouvoir dépasser. Aujourd'hui, c'est que pour moi, en tant que ministre des Transports, il est plus facile de travailler avec 2 que de travailler avec 19. Ça, moi, je pense qu'il y a une les deux fêtières, vous n'avez pas fait votre choix, vous travaillez avec les deux fêtières. Oui, absolument, nous travaillons avec les deux fêtières parce que nous sommes dans la philosophie de la social-démocratie, mais aussi des orientations que le président de façon a toujours données quand il met en œuvre donc son action et sa vision politique, c'est-à-dire la participation, la vision participative dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire dans le domaine du transport, nous avons besoin d'impliquer l'ensemble donc des acteurs. Maintenant, ils étaient 2, ils sont devenus 2, ils étaient 19, ils sont devenus 2, mais nous allons continuer à les appliquer et en travaillant avec eux de manière à ce que de 2 soit qu'une seule fêtière. Et je pense que ce serait la meilleure façon pour nous de professionnaliser le secteur et de pouvoir aller vers donc, un secteur plus dynamique et plus porteur de croissance. Monsieur le ministre, il y a aussi cette question de la sécurité routière. Ouais. Chaque année, ce sont des centaines, des milliers de morts sur nos routes, malheureusement donc liés donc aux accidents. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a l'Office national de sécurité routière, bien sûr, qui s'investit sur la question, mais on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de laxisme. Parce qu'on peut voir un véhicule, le transport mixte est interdit, les véhicules avec des défauts d'éclairage qui quittent d'un point A, peut quitter Bobo-Dioulasso, rentrer à Ouagadougou sans être inquiété, et puis on est surpris des accidents. Est-ce qu'il n'y a pas lieu véritablement de durcir le ton? Parce que c'est ça également la solution. Non, il faut durcir le ton, mais surtout nous engager vers des politiques durables. Parce que la sécurité routière est un enjeu mondial. La route ne doit pas être la voie pour aller à la mort. Non. Quand on appelle la route, c'est pour amener des matières premières, c'est pour aller vers des centres de prestation de services ou des centres de prestations pour la santé, pour l'éducation. Donc la route ne peut pas être donc la voie de la mort. Maintenant, pour y arriver, il faut bien construire parce qu'il y a l'environnement physique,
nous allons apprendre à bien construire nos routes, en essayant de faire en sorte que, par exemple, dans notre pays, comme dans notre commune de Ouagadougou, nous allons faire en sorte que, par exemple, ceux qui sont les plus nombreux, qui sont 80%, nous avons des pistes cyclables pour les gens qui sont les plus nombreux. C'est l'environnement physique. Nous devons faire en sorte aussi que il y ait un meilleur comportement. C'est-à-dire les usagers doivent se comporter. Par exemple, apporter le casque, ça c'est important. Avoir la ceinture, ça aussi c'est important. Nous devons faire aussi que nous puissions investir dans ce qu'on appelle donc le transport urbain durable. C'est-à-dire, dans Ouagadougou, nous avons un projet pour la mobilité urbaine durable. Et donc, nous sommes avancés là-dessus avec la Banque mondiale, mais aussi avec la Suède, pour les deux villes, Ouaga et Bobo de Lasso. Voilà, aussi d'ici le temps, comme je l'ai dit. Après vient maintenant la sensibilisation. Et là, nous allons d'ici le temps, d'abord en essayant de montrer la vraie réalité d'un accident. Parce que même dans nos sports de sensibilisation, là, nous devons vraiment taper les esprits pour montrer que vraiment la route tue. Et que quand on voit comment la route tue de manière réelle, il va falloir qu'on change de comportement. Mais nous devons du le ton parce qu'il va falloir maintenant sanctionner sérieusement. Et je pense que nous sommes dans un projet de ce type-là où nous pensons que nous allons du le temps. Et même ceux qui sont encore dans les deux roues, parce que quand nous allons développer le transport urbain de masse durable pour Ouagadougou et Bobo, notamment quand vous allez pouvoir rester dans vos deux roues, il va falloir que vous ayez le permis, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir engager ce projet-là. Parce que nous ne sommes même pas sûrs que nous serons suffisamment équipés avec des auto-écoles pour pouvoir amener tout le monde à avoir donc le permis pour les deux roues. Mais lorsque nous allons développer le transport urbain de masse à Ouaga et Bobo, ceux qui vont rester à moto seront obligés d'avoir le permis. Mais ce que je disais justement, c'est ça. Il y a des camions, monsieur le ministre, quand vous les croisez visiblement, vous savez que ce camion-là, il est clair qu'il n'est pas en règle parce que ça, c'est la visite technique. Voilà, même la visite technique, vous êtes sûr qu'il ne peut pas passer la visite technique, mais le camion va quitter Banfora, il va traverser Bobo, traverser Boromo, rentrer à Ouagadougou. Bon, ça quand même c'est un problème, monsieur le ministre. Ouais. La sécurité routière, c'est un domaine transversal. Où la sécurité va jouer son rôle, mais nous aussi, au niveau du ministère des Transports, nous devons jouer notre rôle avec notre CCVA, que nous sommes en train donc il y a un autre plan pour 10 ans, et ça va être beaucoup plus musclé là-bas, pour pouvoir être sûr que quand vous rentrez, quand vous sortez, véritablement vous êtes au top, parce que vous êtes en règle pour pouvoir circuler dans les conditions de sécurité. Parce que votre véhicule va être regardé au pain fin et que nous aurons les équipements nécessaires pour que quand vous sortez donc du centre de contrôle des véhicules de l'État, que vous sentez que vous êtes en bonne santé. Mais je dois dire que c'est les sanctions. Et là, nous allons vraiment travailler intimement avec le ministère de la Sécurité. Je sais qu'au niveau de l'ONASER, nous avons de la police, de la gendarmerie, que nous allons aussi, parce qu'ils sont déjà sur l'ensemble du corridor avec les équipements permettant de contrôler donc l'activité de l'ensemble des camions sur le corridor, et nous sommes en train de voir comment nous allons pouvoir les impliquer à la police municipale pour que nous puissions jouer un rôle beaucoup plus coercitif en matière de sécurité routière. Parce que la route tue, le nombre de victimes aujourd'hui est en train d'être un peu comme si le sida est en train de gagner sa victoire, alors que l'insécurité, plutôt les accidents de la route en train de monter. Et ça, c'est inacceptable. Les ralentisseurs, les destructions, où est-ce qu'on en est, monsieur le ministre? C'était une des revendications également des transporteurs. Je dois dire que c'est lent. Parce que ce n'est pas parce que nous ne disposons pas des financements nécessaires. Mais l'expérience a montré que lorsque nous voulons aujourd'hui détruire un ralentisseur qui traverse un village, même s'il est anarchiquement installé, c'est les habitants du village qui s'y opposent. Parce que nous n'arrivons pas à les convaincre qu'en l'enlevant, les véhicules qui vont passer là vont respecter les vitesses de traversée de la ville ou du village. Donc le projet est gelé pour le moment? Non, pas gelé. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que avant de détruire le ralentisseur, nous faisons donc des séances de sensibilisation, d'animation, qui prennent beaucoup de temps, pour pouvoir convaincre les populations riveraines que le ralentisseur là, il crée un obstacle pour même nos systèmes d'approvisionnement. Et que le ralentisseur là, nous allons travailler à ce que, parce que là nous sommes avec l'ONASER qui montre les équipements pour permettre de dire que quand on va le détruire, les véhicules qui vont passer là vont respecter donc la vitesse de traversée des villes qui est à 40 km, 30 km à l'heure. Et ça, ce n'est pas facile. À ce rythme, c'est pas demain la veille. Oui, mais vous savez, le développement là, il faut absolument aller avec la vision ou la compréhension des populations. Surtout dans ce domaine-là, il ne s'agit pas de détruire. Si vous détruisez et puis la nuit, les gens reviennent remettre un autre ralentisseur. Donc il faut prendre le temps qu'il faut
Mais je pense que nous sommes, à 40%. Et je vois que, en tout cas, les transporteurs voient comment nous sommes en train de travailler. C'est pour ça que d'ailleurs les revendications, sur ce point-là, ne reviennent plus parce qu'ils savent que nous sommes en train de travailler et que nous faisons un travail de fond. Monsieur le ministre, Air Burkina est dans le creux de la vague aujourd'hui, bien sûr cloué au sol par la pandémie du Covid-19. Bien sûr, l'engagement a été pris qu'il n'y aurait pas de licenciement, mais il y a quand même un chômage technique qui est là aujourd'hui. Quelle est la solution que vous avez pour le fleuron un peu de l'industrie aéronautique au Burkina Faso? Mais c'est malheureux que vraiment cette pandémie-là soit venue à un moment où nous étions en train de conclure donc, une vision concrète avec un partenaire qui devait donc investir dans Air Burkina. Et donc nous sommes encore là-dessus. Mais ce que nous disons sur le plan que le gouvernement a pour Air Burkina, c'est clair que nous devions tout faire pour relancer cette compagnie-là. Et le contexte régional est très difficile parce que les pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont aussi leur compagnie et ça ne va pas être facile. Mais nous avions donc la position géographique du Burkina qui est une position favorable, qui est vraiment un potentiel pour nous. Et donc notre partenaire veut en faire une position stratégique pour créer un hub sous-régional avec Air Burkina. Nous avions un plan d'investissement très clair avec un business plan qui permet de pouvoir aujourd'hui être donc les maîtres de la sous-région à cause de l'expérience que Air Burkina a en amenant des avions adaptés. Nous avons un autre plan d'investissement pour l'Europe, et là aussi dans le cas avec notre partenaire. Et aujourd'hui, nous étions donc dans un processus où il fallait tout simplement régler les derniers états de financement avec le ministre des Finances. Mais vous mettez tout ça au passé. Est-ce que c'est... Non, je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons fait une vidéoconférence, la semaine dernière, nous avons une réunion avec le ministre des Finances qui a donné son accord. Donc je pense que nous sommes dans une orientation où si les frontières s'ouvraient, nous allons conclure notre partenariat avec notre partenaire. Et donc ça va ouvrir une nouvelle horizon pour Air Burkina. Et je pense que ça va être donc le fleuron et qui va être la fierté de notre pays. Parce qu'il transporte le drapeau partout et nous sommes pressés de voir Air Burkina revoler en Afrique et aussi en Europe. Aujourd'hui, la piste de l'aéroport de Ouagadougou a subi en tout cas des travaux de remise à niveau. Ouais. Question donc de faire en sorte que l'aéroport ne soit pas déclassé. C'est vrai. Voilà. Beaucoup s'interrogent. On a l'impression que dans ce domaine-là, quand même, il y a un manque de cohérence parce qu'il y a l'aéroport de Donsin. Le projet Donsin qui est lancé depuis de longues années, aujourd'hui on a l'impression que c'est un serpent de mer. Est-ce que Donsin est toujours un vrai projet au Burkina Faso? Ah oui, c'est un vrai projet. C'est déjà parce qu'on fait la piste de l'aéroport de Ouagadougou que Donsin n'est pas un vrai projet. Là, nous parlions donc au plus précis, parce que notre aéroport était en voie d'être déclassé, parce que l'OACI et au niveau de l'Union africaine, tous les aéroports, nous étions le dernier à n'avoir pas certifié notre aéroport. Or, l'obstacle réel qui s'opposait à nous, c'était donc de pouvoir donc refaire notre piste pour pouvoir avoir la certification et de ne pas être déclassé. Notre pays ne peut pas se permettre d'avoir un aéroport déclassé, ce n'est pas possible. Mais au niveau de Donsin, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est parce que nous avons beaucoup de bailleurs de fonds. Et que l'insertion aussi a fait que nous avions perdu donc le processus des appels d'offres, parce que les bailleurs de fonds attendaient aussi. Et il fallait relancer, il fallait recommencer encore l'ensemble du processus pour revalider. C'est ça qui a permis que nous n'avons pas pu non seulement lancer les travaux pour la piste de l'aéroport de Donsin, mais aujourd'hui nous allons lancer, et tant que le processus est terminé, nous allons lancer aussi la piste pour les travaux pour la tour de contrôle. Monsieur le ministre, actualité à présent, le vote novembre 2020, c'est presque arrivé. On vote ou on ne vote pas, monsieur le ministre, parce qu'on sait que jusqu'à présent, il y a des voix discordantes. L'opposition et la majorité, en tout cas, ont donné clairement leur point de vue, il faut voter, mais il y a toujours des voix discordantes. Est-ce que vous voyez des raisons aujourd'hui à ce qu'il y ait des réaménagements pour ce vote-là? Non, il y a des difficultés, mais nous devions construire des institutions solides. C'est ça aussi l'état de droit. Donc il ne faut pas surtout se mettre dans une position où l'état de droit ne sera pas respecté. Je pense qu'il faut qu'on vote, même s'il y a des difficultés. Je pense qu'il faut absolument construire notre système de démocratie, mais notre état de droit de manière forte, pour que nous puissions donner la force à la construction de l'état de droit. Et je pense aussi qu'aujourd'hui on a des difficultés, mais dans le cas du terrorisme, un seul pays ne peut pas mettre fin au terrorisme.
c'est une vision globale que nous devons avoir. C'est vrai que nous faisons des efforts, tant dans le domaine de la sécurité, que dans le domaine donc, de l'humanitaire, mais aussi dans le domaine du dialogue, pour pouvoir amener les gens à comprendre que le développement là, doit concerner tout le Burkina Faso, de manière à ce que nous puissions aller dans un ensemble pour développer le Burkina Faso et vaincre le Congo. Comment faire? Est-ce qu'il faut, par exemple, parce que certains proposent, par exemple, de découpler les élections, les législatives et la présidentielle, quand vous prenez une région comme l'Est, votre région d'origine, ou bien une région comme le Sahel, il y a des provinces où l'enrôlement n'a pas pu se faire, et rien ne dit que dans ces provinces-là, on pourra voter. Si on n'arrive pas à élire, par exemple, un député dans une zone donnée, comment on fait? Est-ce que peut-être... Il y a des gens qui font comme si c'est une révision entre deux élections. Ça veut dire que nous avons une base de données où tous ceux qui ont voté il y a 5 ans sont déjà inscrits dans la base de données. Mais l'enrôlement, donc les inscriptions que nous sommes en train de faire, c'est ceux qui, entre-temps, ont eu là de voter, ou ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à l'époque. Donc, véritablement, il ne faut pas qu'on pense aussi que dans une région, même si on n'a pas pu faire l'enrôlement de manière spéciale, quelqu'un ne va pas voter là-bas. Je pense que c'est un processus où, je vois même au niveau de la CENI, les gens sont en train de travailler pour voir comment même on peut améliorer la situation sécuritaire. Il y a un travail qui se fait aujourd'hui avec le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense pour pouvoir arriver à refaire peut-être probablement un calendrier et permettant donc à la CENI de pouvoir repartir et pouvoir faire l'enrôlement. Mais en tout état de cause, ceux qui ont déjà leur inscription sur la base de la CENI doivent pouvoir voter. Donc il faut garder les élections législatives et municipales. Absolument. Je pense que c'est la meilleure façon de construire donc nos systèmes démocratiques. Monsieur le ministre, voilà, on va tout droit vers ces élections. Actuellement, le processus d'enrôlement est en cours. Et un processus émaillé bien sûr de quelques incidents. La CENI a évoqué des tentatives de fraude qui touchent votre parti, le NTD. On l'a vu notamment dans le plateau central à Zignaré, où des cadres du parti ont été interpellés. Déjà, comment vous réagissez à cela? Est-ce que, parce qu'au départ, il y avait eu un démenti avant donc les choses n'évoluent dans ce sens-là. Aujourd'hui, quelle est votre réaction? Bon, je pense que c'est un dossier sur lequel, en tout cas, la justice est en train de faire son travail. Et donc, je pense que nous devions raison garder et attendre calmement et avec sérénité donc, le verdict de la justice. Moi, je suis, comme je l'ai dit, nous sommes un parti républicain qui est respectueux donc, des lois et des textes dans notre pays. Et s'il se trouve que les éléments, nos camarades donc, du Britannia ont fauté au regard de la loi, ben, nous allons les sanctionner, nous allons aussi dire que ce n'est pas conforme. C'est parce que tout ça, à un moment donné, il y a eu... vous savez que dans le processus électoral, nous sommes gouvernés par... le processus est gouverné par deux textes, deux lois, c'est-à-dire le code électoral et le code pénal. Et moi-même qui vous parle, j'avais oublié à un moment donné que le nouveau code pénal a prévoit que véritablement, si on prenait un mode de transport pour transporter donc des électeurs d'un bureau de vote pour aller se faire enrôler ou pour se faire voter, c'est interdit. Et que c'est punissable et que c'est vraiment quelque chose qui est proscrit. Donc je pense qu'il y a beaucoup de politiciens, parce que l'insurrection aussi a amené donc des nouveaux acteurs qui ne sont pas au courant de ces deux textes-là, qui ont la même portée, code électoral, code pénal. Et il faut lire le processus électoral en regardant ces deux. Qui sont restés dans les anciennes pratiques. Oui, qui sont restés dans les anciennes pratiques. Mais peut-être que ce que la CENI aurait dû faire, et je pense, c'est peut-être d'informer l'opinion publique pour dire, nous allons ouvrir le processus électoral, mais voyez-vous, dans le processus électoral, voilà ce qui est interdit, voilà ce qui est interdit. Parce que tout le monde n'a pas toujours la possibilité de regarder et le code électoral et le code pénal. On ne parle pas aux élections en regardant le code pénal. Les gens ont peur de ce code-là. Donc ça fait que beaucoup ne partent là-bas. Mais nul n'est censé y aurait la loi. C'est quand même un coup dur pour votre parti aujourd'hui. Pour l'image de votre parti. Oui, mais il faut attendre que la loi... Vous savez que c'est... Surtout dans ce parti-là, des fonds rouges qui avaient été utilisés. Non, un fonds rouge, oui, mais qui a été... Bon, mais je ne veux pas déballer. Parce que les véhicules d'État, il y a des processus aussi pour les avoir. Maintenant... Parce qu'il y a des ministères qui louent leur fonds rouge, par exemple. Mais le fonds rouge n'appartient pas au ministère des Transports, vous le savez très bien. Mais je vais dire que les camarades du Butenga, ils ont agi, je pense qu'ils n'étaient pas vraiment informés de l'environnement
des textes qui gouvernent le processus électoral. C'est des nouveaux acteurs. Et je pense que celui qui connaît donc notre camarade Cabré n'a pas encore fait la position opérateur de l'État. Il est sorti. Maintenant, il a un potentiel électoral dans le Boutenga. Mais je ne suis pas sûr que lui et puis les femmes qui l'ont accompagné là sont au courant de l'ensemble du processus électoral. Mais il y en a beaucoup de partis qui sont comportés aussi, vous le savez très bien, de la même façon, mais qui n'ont peut-être pas été épinglés. Nous avons été épinglés, peut-être pris, et moi j'avais fait un communiqué pour dire que nous sommes un parti républicain et qu'on m'avait dit, sur le président, qu'ils partaient pour une réunion, et c'est vrai. Et après ils allaient voter, ils allaient voter. Moi j'avais pensé que, bon, je pense qu'ils n'étaient pas c'était pas dans l'intention de frauder. Mais s'il s'avère que ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment une sorte de fraude, mais je pense que nous sommes un parti républicain, nous allons donc nous soumettre et donc demander à nos camarades d'accepter la sanction qui sera donc donnée à leur rencontre. Moi je pense que... Mais c'est un coup dur pour votre parti? Non, pour notre parti, si vous voulez, mais je pense que l'opinion publique va comprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un parti comme le nôtre, pour grandir, ce n'est pas facile. Hein. Nous sommes à peu près une soixantaine de petits partis. Pourquoi nous sommes jusqu'à 60 qui ne grandissent pas? Parce qu'il y a 3 ou 4 partis qui sont grands. Pour monter, ce n'est pas facile. Parce que ceux qui sont grands là-bas, eux aussi te tassent. Ceux qui sont petits, eux aussi s'approchent à toi pour que tu ne grandisses pas. Dans ce processus-là, nous n'avons pas eu le soutien ni de ceux qui sont en haut, ni de ceux qui sont en bas. Alors que je pense que ce que le NTD va connaître à Zignaré, que ce soit reconnu et qu'il y ait eu des sanctions au niveau de la justice, ça va permettre de pouvoir conscientiser l'ensemble de la classe politique nationale. Et ça va avoir une valeur aussi de jurisprudence au niveau donc, du processus électoral. Je pense que nous portons la croix, mais ce serait pour tout le monde, en réalité. Si surtout qu'on doit la porter, mais je suis persuadé que ça va être bénéfique pour tout le monde, parce que nous aurions fait comprendre à l'opinion publique qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, même si, et qu'on doit regarder l'ensemble des lois qui gouvernent le processus électoral avant d'aller à l'élection. Mais je sais qu'il y a d'autres partis qui ont fait la même chose, mais moi je ne regarde pas ce que les autres partis ont fait. Mais je regarde mon parti. Vous pouvez citer des noms? Non, je ne peux pas citer des noms. C'est la justice qui doit le faire. Et je sais qu'il y a des dossiers qui sont en train d'arriver encore. Dans le même cadre. Hein. Et je pense que la CENI aurait dû anticiper en informant largement l'opinion publique. Et surtout l'ensemble des partis politiques au cours d'une réunion. C'est son rôle, c'est sa mission aussi, de nous informer et de nous éduquer dans ce sens-là. Monsieur le ministre, vous l'avez déjà dit, Roch-Marc Christian Kaboré est le meilleur candidat pour les élections à venir. À titre personnel, est-ce qu'il vous arrive de penser à Koussiam en vous rasant le matin? Ou jamais? Non, à titre personnel, je pense à servir mon pays. Chaque jour que Dieu fait, parce que ma formation d'ingénieur du génie civil m'appelle à appuyer et à travailler dans le sens de donner ma participation. Parce que... Mais vous êtes un président de parti qui aspire également à la conquête. Oui, mais un président de parti, ce n'est pas moi qui décide tout seul. Je veux dire que, à titre personnel, chaque jour que je me rase, je regarde comment ma compétence, comment mon expérience peut servir à mon pays. Et comment je peux trouver du temps, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 1 heure par jour, pour servir la communauté, pour servir l'opinion publique, pour servir mon village, pour servir la nation. C'est ce à quoi je pense. Maintenant, le président Roch-Marc Christian Kaboré, je dis qu'il a un bon programme. Il a un bon programme pour 2 raisons, ou 3 même d'ailleurs. D'abord que son programme a eu l'avantage d'être suffisamment structurant et dans une posture offensive. Mais est-ce qu'il a un bon bilan? Est-ce qu'il a un bon bilan? Laissez former offensif parce qu'il s'attaque aux causes et aux conséquences de la pauvreté. Quand on regarde le domaine de transport, on n'a pas parlé, mais quand on regarde le projet qu'il a pu construire entre le président ghanéen et lui-même, dans le cadre de projeter pour la première fois 2 pays qui projettent dans un chemin de fer entre leurs 2 pays, et arrive à conduire le processus. Aujourd'hui, nous sommes à 3, il y a 3 opérateurs qui nous restent. De 12 opérateurs, nous sommes à 3 privés, et qui sont toujours prêts aujourd'hui à accompagner, et on va faire le choix final. Mais ça, c'est la vision, quoi. Je pense que de ce côté-là, quand on regarde les infrastructures que nous avons eu à faire, au niveau routier, pour désenclaver notre pays, à l'intérieur, je pense qu'il y a quand même la matière. Mais il y a beaucoup de difficultés. Mais dans les difficultés... Justement, beaucoup estiment que tout cela, aujourd'hui, est remis en cause par la situation sécuritaire, avec... un pays qui n'a pas une situation liée à l'insécurité dans la sous-région.
Pourquoi vous voulez que ce soit le président Roch-Marc Christian Kaboré pour l'insécurité de notre pays qui va porter la croix pour dire qu'il n'y a pas d'autres secteurs sociaux, économiques qui valent la peine que nous puissions regarder sa vision. L'insécurité, c'est un enjeu sous-régional et même mondial. Il y a un effort à faire. Si les gens me disent qu'il y a un effort à faire, moi je suis totalement d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait une implication forte donc, du peuple, de la population, par les volontaires. Parce qu'on ne peut pas sécuriser un pays de manière profonde si le peuple est absent, si la population est absente. Je pense que ça, on est en train de le faire. Et vous voyez que le processus est engagé. Moi, je suis de l'Est, je sais, je travaille avec le gouverneur, je sais comment les populations aujourd'hui dans l'Est, là, leur engagement a permis de sécuriser certaines régions de l'Est. Je sais comment, par exemple, Arbinda, l'engagement des populations d'Arbinda ont permis, en tout cas, de pouvoir sécuriser donc, cette zone donc, du Sahel. Moi, je pense que c'est ce que nous devons apprendre à regarder. Vous, c'est le progrès que nous sommes en train de faire. C'est pas un boulet pour la campagne qui arrive. Cette situation sécuritaire, mais il y a également les questions de dossiers, parce que certains estiment que quand on prend le ministre de la Défense, qui était quand même dans le premier cercle aujourd'hui, qui est épinglé par la justice, alors que c'était également un grand engagement, est-ce que ça aussi c'est quand même pas... Vous voyez qu'il a été épinglé par la justice. Ça veut dire que nous avons une justice indépendante. Il y a des pays, regardez la sous-région, combien de ministres on peut prendre, combien de ministres. Je pense qu'il faut se satisfaire aujourd'hui de notre démocratie, de notre gouvernance. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais chaque fois qu'il y a une difficulté, on voit quand même qu'il y a des voies qui permettent à ceux qui ont quelque chose à voir à la justice qui puissent répondre de manière indépendante. Je pense que ça peut être un obstacle pour la réélection du président Roch-Marc Christian Kaboré. Je pense que ce qu'on doit faire, c'est pouvoir regarder le peuple qui va regarder les programmes, qui va regarder l'effort des uns et des autres pour pouvoir choisir de manière indépendante. C'est pour ça qu'aussi le projet politique... la réélection de Roch Kaboré. Non, je ne doute pas de cela parce que je pense qu'il y a un travail qui a été fait dans des conditions très difficiles, mais le résultat est là. Et on doit mesurer le résultat que nous avons pu obtenir et aussi regarder dans quelles conditions nous avons pu le faire. Que vous regardez au niveau de l'administration publique, avec l'ensemble des grèves que nous avons connus, quand on regarde le résultat que nous avons pu faire, malgré tout cela, quand on regarde dans le domaine des infrastructures, quand on regarde dans le domaine scolaire, dans le domaine des universités, les antifiales que vous avez eu à Bobo, quand vous regardez, mais par rapport à ce que nous avons connu il y a 10 ans, 15 ans, je pense qu'il y a quand même quelque chose à saluer. À saluer, surtout qu'on n'est même pas sûr que dans l'environnement politique actuel, un autre pourrait faire la même chose que le président Roch-Marc Christian Kaboré. Monsieur le ministre, le maire de Ouagadougou doit-il démissionner? En tout cas, c'est l'appel de l'opposition municipale, la ville de Ranlac également, qui a fait une sortie. Pour vous, est-ce que le maire même s'il n'y avait pas eu des difficultés dans la gestion, la gouvernance par rapport aux véhicules, l'opposition pouvait toujours demander le départ du maire. Donc ça c'est classique. C'est ça aussi la vitalité donc de notre démocratie. Maintenant il faut regarder dans le fond, comme la justice a été saisie, ne regardez pas ce que l'opposition dit, mais ça ils sont dans leur rôle. Même sans ça, ils ont demandé plusieurs fois la démission du maire de Ouagadougou. Mais ça, c'est la vitalité de la démocratie. Et c'est ça aussi qui fait qu'en gouvernant, nous devons pouvoir dire que nous gouvernons, nous avons une chance de gouverner, on doit regarder la façon dont nous gouvernons de manière vertueuse, parce que l'opposition est là et nous regarde. Donc ils vont jouer leur rôle. Aujourd'hui, aussi, on va jouer la tête est ouverte. Est-ce que pour vous, le maire, est-ce qu'il y a des raisons pour qu'il démissionne? C'est quand même 77 véhicules donc, qui ont été acquis au niveau de la mairie avec des soupçons, en tout cas concernant le processus et l'implication du maire. Ça, c'est un problème de gouvernance. On démissionne quand on n'a pas fait du travail. Mais regardez, par exemple, au-delà de cette gouvernance et de ce que ça peut, la gouvernance, la justice va regarder si c'est conforme aux règles, est-ce qu'il y a eu corruption, etc. On va regarder. Mais on est là pour d'abord transformer la ville. Voilà. Les gens doivent juger le maire dans sa capacité à transformer la ville. Quelles sont les routes qui ont pu être faites au niveau donc, de la ville de Ouagadougou? Quels sont les projets qui sont en train d'être engagés? C'est ça plutôt qui doit pouvoir conduire l'opposition. Donc il reste en poste pour le moment selon vous? Moi je pense qu'il doit pouvoir se décider lui-même en fonction de la situation de la gouvernance. Parce qu'en réalité, tout le monde doit répondre à un moment donné
donc, de ce que tu as pu faire de ton mandat, de ta gouvernance. Si le maire pense aujourd'hui que la situation actuelle du dossier des véhicules doit l'amener à démissionner pour se mettre à disposition de la justice, c'est lui qui doit prendre cette décision-là de manière souveraine. Mais je pense qu'il a été mis là-bas pour travailler de manière à ce que la ville de Ouagadougou se développe. Et je pense que l'opposition doit aller dans ce sens-là. Pour finir, dire est-ce que le maire a travaillé ou pas? Monsieur le ministre, on finit sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso. À un certain moment, on pensait que le plus dur était passé parce qu'on avait des chiffres de 0 cas des jours à la suite. Aujourd'hui, on a l'impression que les chiffres commencent déjà à être un peu inquiétants, 12 cas, 13 cas. Ouais. Est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui une raison de s'inquiéter, surtout quand on voit que beaucoup avaient relâché? Oui, il y a une raison de s'inquiéter. Parce que quand je regarde la situation en Côte d'Ivoire, la situation au Ghana, nous sommes des pays frontaliers, la situation n'est pas stabilisée, au contraire. Et donc, quand on regarde aussi les mesures barrières que nous sommes en train de relâcher, on a des raisons de s'inquiéter. Je pense qu'il faut se remobiliser. Parce que tant que cette pandémie n'est pas maîtrisée scientifiquement, par exemple un vaccin, par un traitement qui est homologué et qui est un traitement certain qu'on va guérir, bon, je pense qu'il faut être prudent. Et nous devons continuer, en tout cas, à observer de manière beaucoup plus stricte les mesures barrières, c'est-à-dire le port des masques, mais aussi faire en sorte que nous ne soyons pas, comme on le fait maintenant, parce que moi je suis sorti le week-end passé, ce n'est pas facile, mais en province c'est encore plus dramatique. Je pense que nous devons vraiment nous remobiliser. Et moi j'appelle le peuple burkinabé à se remobiliser, parce que nous avons eu des bons résultats, et il ne faut pas qu'on rechute. Et scientifiquement, les gens pensent que cette pandémie a toujours la possibilité donc d'une relance. Et je pense que nous ne mettons pas ça. Et par rapport donc au fait que nous avions pu montrer que nous étions capables d'avoir de bons résultats. Si nous sommes capables d'avoir de bons résultats, pourquoi ne pas les conserver? Monsieur le ministre, ça va être le mot de la fin. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Mesdames et messieurs, un rappel, l'invité ce soir était donc M. Vincent Dabilgou, ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière et président du parti politique NTD, le Nouveau Temps pour la démocratie. Merci de nous avoir suivis à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.